Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et notre cher ami, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci, Nima Al-Khorshid. Merci beaucoup de m'avoir invité. Permettez-moi de commencer, professeur Marandi, par ce qui se passe concernant le dossier de l'Iran et de l'AIEA. Que se passe-t-il en ce qui concerne la manière dont l'Égypte tente de jouer un rôle de médiation entre l'Iran et l'AIEA? Et quelle est la position actuelle du gouvernement iranien? Je ne prendrai pas trop au sérieux les discussions en ligne. Chaque fois que quelqu'un parle à quelqu'un d'autre ou fait une déclaration, les gens commencent à spéculer. Je ne pense pas que quoi que ce soit d'important ait changé. Les Iraniens ont clairement exprimé leur position, et tant qu'ils ne verront pas de changement dans le comportement des États-Unis et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils ne permettront pas l'accès au site, le site de Fordow, celui d'Ispahan. En général, tout ce qui est sensible pour les États-Unis et l'AIEA, ils n'y accorderont pas l'accès. Ils continueront probablement, pour le moment, à donner accès aux réacteurs de Téhéran qui produit des isotopes médicaux pour les patients atteints de cancer, ainsi qu'aux réacteurs nucléaires de Bushehr, construits principalement par les Russes. Les Russes ont l'obligation de permettre l'accès à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, dans ces cas-là, ils continueront probablement à autoriser l'accès. Mais en ce qui concerne Natanz, Fordow et Ispahan, je ne pense pas qu'il y aura de changement de sitôt. Je ne vous entends pas. I can't hear you. Nous avons entendu dans les médias israéliens qu'ils ont essayé d'envoyer un message aux Iraniens affirmant qu'ils n'allaient pas attaquer l'Iran. Mais il ne semble pas que l'Iran croie quoi que ce soit de ce que dit Israël. Il semble qu'ils aient transmis leur message par plusieurs canaux. Quelle est la compréhension actuelle du gouvernement iranien? Comment perçoivent-ils la situation au Moyen-Orient dans une perspective plus large? Est-elle perçue comme une menace? Apporte-t-elle une nouvelle forme de chaos ou de conflit? Est-il possible qu'Israël dise une chose, mais en fasse une autre? Oui, ce serait vraiment une surprise si le régime israélien faisait quelque chose de différent de ce qu'il dit. C'est toujours ce qu'ils font. Avant de répondre à cette question, je veux simplement ajouter quelque chose à ma réponse précédente, que je pense être en réalité assez important. L'un des problèmes de l'Iran, c'est qu'il déclare régulièrement vouloir poursuivre les négociations, vouloir trouver une solution pacifique. Mais c'est une pratique courante. C'est ce que ferait ou dirait n'importe quel gouvernement. Si l'Iran ne disait pas cela, les Américains, les Européens et le régime israélien, bien sûr, s'en serviraient comme d'un outil pour diaboliser l'Iran et affirmer qu'il n'est pas prêt à négocier ou à trouver une solution. Donc, l'Iran doit dire ce genre de choses. C'est bénéfique à la fois pour un public local et pour un public international. Mais le problème, c'est qu'en Occident, on lit constamment ces déclarations et on les interprète comme un signe de faiblesse de la part de l'Iran. Quelqu'un m'a envoyé un article, je crois que c'était de The Economist. Je ne l'ai pas lu, mais le titre disait en gros, la personne qui me l'a envoyé disait qu'il présente essentiellement l'Iran comme cherchant une porte de sortie, essayant, d'une manière ou d'une autre, d'améliorer ses relations avec l'Occident. C'est ce que j'en ai compris. Je n'ai pas lu l'article, comme je l'ai dit, mais d'après ce que j'en comprends, il présentait l'Iran comme faible, vulnérable et peu sûr de lui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Les Iraniens, je pense, sont en réalité aujourd'hui bien plus déterminés quant à la voie à suivre qu'ils ne l'ont jamais été auparavant, du moins au cours des 3 dernières décennies.
ils ont pris la décision d'améliorer, de renforcer et de développer leurs liens avec la Chine, avec la Russie, avec les pays de BRICS, avec les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, avec les pays voisins d'Asie centrale. With neighboring countries, Central Asian countries, and basically they have. Et en gros, ils ont très peu de confiance dans le fait que l'Occident soit sérieux à propos de la résolution de ces problèmes avec l'Iran. C'est, je pense, assez clair quand on regarde la manière dont l'Iran, le gouvernement et l'État mènent leur politique. C'est évident. Et je pense que cela profitera à l'Iran à moyen et long terme. D'ici 2 ou 3 ans, je crois que les Iraniens ordinaires verront les bénéfices de cette politique. Ainsi, cette sorte d'attitude attentiste qui existait autrefois chez certains responsables iraniens a disparu. Ce sont des erreurs d'interprétation de la part de l'Occident. C'est essentiellement ce que je voulais dire. Lorsque les Iraniens parlent d'une solution négociée, cela ne signifie pas qu'ils veulent apaiser les États-Unis. Cela ne veut pas dire qu'ils vont accorder de nouvelles concessions à l'OTAN ou à qui que ce soit d'autre. En ce qui concerne le régime israélien, je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé à Téhéran. Il n'y a évidemment aucune confiance lorsqu'il s'agit de quoi que ce soit venant de l'Occident, que ce soit de l'OTAN, de l'Amérique du Nord, de l'Europe ou de notre région. Rien de ce qui est dit ne sera pris au sérieux. Lorsque nous négocions avec les Américains et les Israéliens conspiraient pour attaquer le pays. Je pense que cela suffit aux Iraniens pour comprendre à quel point on peut faire confiance aux États-Unis. Lorsque les Européens ont demandé à l'Iran de négocier un accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et ont fait des promesses pour résoudre les différends si elles le faisaient, les Iraniens, sachant que les Européens mentaient et que les Américains ne leur donneraient pas l'autorité de faire quoi que ce soit, l'ont signé, malgré tout, simplement pour prouver un point. Ainsi, lorsque le régime israélien déclare à des tiers qu'il n'est pas intéressé par une attaque contre l'Iran ou qu'il ne souhaite pas attaquer l'Iran, cela ne changera pas les calculs de l'Iran. L'Iran se prépare à la guerre, et la meilleure façon de prévenir la guerre est d'être prêt pour la guerre. Les capacités de l'Iran sont renforcées. Son armée travaille à tous les niveaux, tout comme le gouvernement, afin de remédier aux faiblesses que le pays a connues pendant la guerre et de renforcer davantage les capacités qui se sont révélées efficaces durant celle-ci. Cela signifie-t-il une coopération avec la Russie et la Chine? Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. La coopération de l'Iran avec la Russie et la Chine n'est, comme vous le savez, pas seulement militaire. Elle dure depuis un certain temps, surtout avec les Russes. Selon l'Occident, nous leur avons fourni des drones et des capacités, et ils nous ont fourni des capacités en matière d'armement. Cela va évidemment se poursuivre. La relation entre l'Iran et la Russie est meilleure que jamais. En ce qui concerne la Chine, la relation, d'après ce que je comprends, était davantage économique, et elle s'est renforcée. Mais aussi maintenant, d'après ce que je comprends, je n'ai accès à rien de secret, la coopération militaire de l'Iran avec la Chine se développe également. Mais il ne s'agit pas seulement de la Russie et de la Chine. Ce sont des pays d'Asie, des pays d'Europe, le Sud global sur lesquels l'Iran veut se concentrer. Et je pense qu'après la guerre, cela est devenu plus évident. Le président Raïssi a été clair à ce sujet, tout comme d'autres hauts responsables iraniens. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que tant que Netanyahou est au pouvoir, et tant qu'il se sent menacé par le système judiciaire et par la situation en Palestine occupée, non pas à cause d'un quelconque génocide, mais à cause de la corruption qu'il a exercée parmi les voleurs. Il y a toujours une certaine dose de corruption, je suppose, considérée comme acceptable, et il est probablement allé bien au-delà.
Tant qu'il est au pouvoir et qu'il se sent menacé par la justice, il est particulièrement dangereux. Donc que ce soit à Gaza, en Iran, en Syrie, au Liban, au Yémen ou en Irak, je pense que toutes ces entités devraient rester de plus en plus vigilantes. Bien sûr, quand je dis la Syrie, je parle du peuple syrien. Le gouvernement syrien est un régime proxy. Nous avons vu Jolani rencontrer Trump, nous l'avons vu jouer au basket avec le chef du CENTCOM, et nous l'avons vu dans une petite idylle avec le général Petraeus. À part les personnes les plus sectaires et naïves qui croient encore qu'il s'agit d'une sorte de révolution, une révolution indigène, ou que s'allier à la CIA et au Mossad en Syrie est une bonne chose, tout le monde a déjà compris ce qui se passe. Professor Marandi, we had this summit in Doha. Professeur Marandi, nous avons eu ce sommet à Doha, où tous ces pays se sont réunis pour dialoguer. Comment percevez-vous la position des États arabes jusqu'à présent, à la suite de ce qui s'est passé et de ce qui se passe avec le dossier du génocide à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que la guerre contre le Liban? Pensez-vous que les Arabes sont en train de changer, de comprendre la réalité du Moyen-Orient? Parce que vous savez, nous avons entendu Turki al-Faisal, l'ancien chef du renseignement saoudien, dire que l'ennemi, la menace pour la stabilité du Moyen-Orient, c'est Israël et non l'Iran. Nous savons que ce n'était pas le cas auparavant. La propagande avant le 7 octobre visait essentiellement l'Iran et sa politique étrangère, présentant l'Iran comme le pire ennemi de tous ces pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, le ton change. Comment pensez-vous que cela se reflètera dans les politiques étrangères de ces États arabes? Eh bien, ces gouvernements, et lui, bien sûr, faisaient partie des principaux soutiens de l'État islamique, d'Al-Qaïda et de tous ces autres groupes terroristes pendant la sale guerre menée par les États-Unis en Syrie. Mais par le passé, lorsque ces gouvernements affirmaient sans cesse que l'Iran représentait la menace numéro 1 pour la région, les sondages réalisés par des agences occidentales montraient que ce n'était jamais la perception du public. Le public a toujours estimé que le régime israélien constituait la véritable menace pour la région. Il y a toujours eu un profond décalage entre ces dictatures familiales, et la population de leur pays. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un croit vraiment qu'il existe un seul pays dont la population soutient la politique de son gouvernement envers Israël, le régime israélien en Asie de l'Ouest, à part le Yémen ou l'Iran? Les gens pensent-ils vraiment cela? Les habitants de la Turquie sont-ils heureux que leur gouvernement fasse du commerce, des affaires et entretienne des liens économiques et politiques avec ce régime? Les gens croient-ils vraiment que les Saoudiens ou les Émiratis se réjouissent d'une quelconque forme de relation, du fait d'avoir une ambassade aux Émirats arabes unis, ou à Bahreïn, en Jordanie, en Égypte ou au Maroc? Non, aucune des populations de ces pays n'est satisfaite de ces politiques. Et en réalité, c'est quelque chose dont les élites dirigeantes devraient avoir peur. Elles le sont probablement. Si elles ne le sont pas, elles devraient l'être, car ce mécontentement peut finalement provoquer une crise majeure. Nous l'avons vu pendant ce qu'on a appelé le printemps arabe, ou l'éveil. Tout semblait calme, tout semblait silencieux, puis soudain, un jeune homme s'est immolé en Tunisie à cause d'un grief local. Et nous avons vu un soulèvement dans toute l'Afrique du Nord et l'Asie de l'Ouest, parce que les gens étaient profondément insatisfaits. Aujourd'hui, les choses sont bien pires. Après plus de 2 ans de génocide, et alors que des enfants continuent d'être tués chaque jour en Palestine, la situation est désormais bien plus grave. Mais ces gouvernements, ils sentent bien que les choses sont beaucoup plus dangereuses pour eux. Après la frappe aérienne sur le Qatar, qui a sans aucun doute été menée avec la connaissance des États-Unis, aucun doute là-dessus,
Il n'y a absolument aucune chance qu'ils aient agi seuls. Ce serait une chose très dangereuse à faire. They just went and struck. That would be a very dangerous thing to do, and it could have, if they. Et cela aurait pu, vous savez, s'ils y étaient allés secrètement sans que les Américains le sachent, les Américains auraient pu les attaquer ou leur tirer des missiles, ou inversement. Il ne fait donc aucun doute que cela a été fait en coordination. Après cela, je pense que les pays arabes se sont sentis beaucoup plus vulnérables. En fait, tout récemment, je parlais à un Saoudien proche de l'État, et je lui ai dit, la seule chose qui vous protège en ce moment du régime israélien, c'est la résistance et l'axe de la résistance. Et en Arabie saoudite en particulier, le Hamas et le djihad islamique palestinien revêtent une importance particulière en raison de la géographie de la Palestine. Parce que l'Arabie saoudite est tout simplement incapable de se défendre. Aucun de ces pays de la région du Golfe Persique, qu'il s'agisse des Émirats, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Koweït ou du Qatar, n'a la capacité de combattre ou de défendre son territoire. Ainsi, si le régime israélien devait mener des frappes aériennes contre ces pays, il serait complètement vulnérable. Bien sûr, ils sont inquiets, mais le problème est qu'ils sont tellement liés à l'Occident qu'ils ont très peu d'options. Ils se sont laissés avec très peu d'alternatives. Ils ne vont pas se séparer des États-Unis et ils ne vont pas non plus se tourner vers la Chine, la Russie ou l'Iran. Désolé pour ça. Oui, votre micro est coupé. Yes. You're muted. Professor Marandi, with the case of Professeur Marandi, Israel, concernant le cas d'Israël et la manière dont les États arabes perçoivent Israël, je pense que l'attaque contre Doha a beaucoup changé leurs calculs. Sont-ils encore en panique? Ont-ils vraiment le sentiment qu'Israël pourrait les attaquer à tout moment, quand ils le souhaitent? Et quel serait le rôle des États-Unis dans ce type de politique menée par les Israéliens? in that sort of policy on the part of Israelis? Je ne pense pas qu'ils aient le sentiment que cela puisse se produire à tout moment, mais ils se sentent très vulnérables. Dans le cas du Qatar, nous avons essentiellement vu le Premier ministre du Qatar, lors de son entretien avec Tucker Carlson, admettre, et nous le savions déjà, bien sûr, que la seule raison pour laquelle le Hamas se trouve au Qatar est que les Américains et le régime israélien le voulaient ainsi. Il a expliqué que cela s'était produit il y a environ 12 ou 13 ans, lorsque la branche politique du Hamas a commencé à avoir des différends avec le gouvernement syrien et qu'il y a eu une rupture. Les Américains et les Israéliens voulaient que le Hamas quitte la Syrie. Ils voulaient affaiblir l'axe de la résistance. They wanted the axis of resistance weakened. And Qatar being a very pro-American. Et le Qatar, étant un pays très pro-américain, comme l'a souligné le Premier ministre du Qatar, tout l'argent qu'il a envoyé à Gaza l'a été en pleine coordination avec le Mossad, les services de renseignement israéliens, le gouvernement et divers premiers ministres. Donc le Qatar n'est pas un pays pro-résistance. Les seules personnes qu'ils pensent sont celles qui sont sur la liste de paix. Et ils ont beaucoup de gens sur la liste de paix. Différents médias, pas seulement les leurs. Je connais des chaînes de télévision financées par le Qatar, qui ne sont pas nécessairement connues comme étant qataris. Je sais qu'ils financent des médias en Turquie et au Royaume-Uni. Ils ont des soi-disant centres culturels et islamiques financés dans toute la région et au Liban. Funded across the region and in Lebanon. And I visited one in Lebanon with a very, very deep. J'en ai visité un au Liban, qui avait un passé très profondément sectaire. Le religieux qui le dirigeait était très ignorant au sujet de la résistance, du Hezbollah et des questions idéologiques, même s'il se trouvait à seulement 2 ou 3 000, peut-être 4 ou 5 kilomètres enfin bref, il était à Beyrouth. Donc ceux qui sont sur la liste de paix, évidemment, seront contraints d'adopter une position particulière. Mais en réalité, c'est clair. Encore une fois,
nous avons vu hier soir au Liban que les partisans de Jolani sont descendus dans la rue. Ils ne sont pas sortis pour protester contre l'incursion du régime israélien au Liban. Ils sont sortis pour intimider la résistance. Je veux dire, leur nombre était faible comparé à celui des partisans de la résistance. Mais le fait est que le Qatar, Erdogan, le régime syrien et d'autres régimes régionaux ne sont pas pro-résistance. Et le Qatar en particulier, je pense que, il ne craint pas d'attaque imminente, mais il veut que les Américains ordinaires reconnaissent que, regardez, nous sommes vraiment dans votre camp. C'est leur réponse aux menaces. Et je pense qu'il en va de même pour les autres pays de la région du Golfe Persique qui sont dans le camp américain. Au lieu de repenser leur politique et de dire, regardez, nous ne devrions pas mettre tous nos œufs dans le même panier américain. Nous devrions diversifier. Nous devrions parler à l'Iran, Dieu nous en garde, ou à la Chine, ou à la Russie, et réduire l'influence des États-Unis sur nous. Ils font le contraire. Ainsi, le Premier ministre du Qatar admet essentiellement que, regardez, nous avons le Hamas ici, puisque vous vouliez que nous le fassions. Professeur, comment voyez-vous la Russie et la Chine au Moyen-Orient? Pensez-vous qu'elles puissent apporter une certaine forme d'équilibre face à la puissance américaine dans la région? La Russie n'a pas ce genre de capacité. Elle a déjà fort à faire avec l'Ukraine, de toute façon. La Chine est évidemment une puissance en pleine expansion, mais je ne pense pas que la Chine possède vraiment le type de... vous savez, l'Occident a des centaines d'années d'expérience en matière d'hégémonie mondiale, de colonisation et de néocolonialisme. Ils ont des dirigeants très influents partout dans le monde. Et je ne parle pas seulement des présidents, des premiers ministres, des rois ou des despotes, mais aussi des élites partout. C'est une tradition pour eux d'aller aux États-Unis ou en Europe pour leurs études. Ils y envoient leurs familles, leurs grands entrepreneurs. Beaucoup de ces programmes de l'USAID, beaucoup de ces bourses offertes par différentes fondations, lorsqu'ils disent « nous avons donné, disons, 10 millions de dollars pour des bourses dans cette région d'Afrique. Ils ne choisissent pas des gens ordinaires pour aller aux États-Unis afin d'obtenir une meilleure éducation. Ils offrent essentiellement ces opportunités aux familles des élites, des personnes qui gouverneront et qui seront sous leur influence dans les années et les décennies à venir. Ainsi, l'Occident est bien établi à travers le monde depuis très longtemps. Les États-Unis étant aujourd'hui, bien sûr, l'hégémon dominant. La Chine, elle, n'a pas cette expérience, pour le meilleur ou pour le pire. Cela n'a pas forcément quelque chose de suspect ou de sinistre, mais en général, la Chine ne dispose pas de cette présence mondiale à long terme qui lui permettrait d'agir d'une manière susceptible de la rendre plus influente ou de lui donner le type d'influence dont vous parlez. Mais le fait est que beaucoup de ces pays de la région du Golfe Persique sont liés à l'Occident. Même aujourd'hui, lorsqu'ils veulent acheter de nouvelles armes pour se protéger contre le régime israélien, quelles armes achètent-ils? Ils vont acheter des armes américaines. Mais au final, les Américains savent mieux que quiconque comment contrer leurs propres armes. Donc, ils ne se rendent pas vraiment service. En réalité, ils versent essentiellement des pots de vin aux Américains et des commissions à on ne sait qui. Mais puisqu'ils ont de la richesse, s'ils voulaient construire des ponts plus solides entre eux et Moscou, Téhéran ou Pékin, ils pourraient le faire. Ils pourraient se créer un levier. Mais je ne pense pas qu'aucun d'entre eux envisagerait sérieusement une telle chose. Le cas de Gaza, professeur Marandi.
La première étape n'a pas été mise en œuvre dans son intégralité, mais il parle déjà des deuxième et troisième phases. Netanyahou a déclaré que la deuxième étape serait le désarmement et la troisième, la déradicalisation de Gaza. Pensez-vous qu'il avance quelque chose d'impossible afin de saboter tout le processus? Nous savons que ces soi-disant pourparlers de paix ne sont pas sincères de la part des États-Unis, ni de leur président. Mais après tout, comment percevez-vous le comportement du gouvernement israélien? Quand les Israéliens parlent de déradicalisation, la première chose qui vient à l'esprit, c'est Amalek. Ils considèrent les Palestiniens comme des sous-hommes. Ils considèrent les Libanais comme des sous-hommes. Ils considèrent tout le monde comme des sous-hommes. Ils se voient comme une race supérieure, un peuple élu. Les seuls qui ont besoin d'être déradicalisés, ce sont les sionistes et ceux qu'ils ont portés au pouvoir, comme les Takfiris. Je veux dire, ces groupes que les services de renseignement occidentaux ont soutenus, comme Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram et tous les autres, ont été financés par l'Occident ou par des intermédiaires occidentaux tels que le Qatar et d'autres régimes riches en pétrole et en gaz. Ce sont eux qui doivent être déradicalisés. Ce sont eux qui considèrent les autres comme dignes de mort s'ils ne pensent pas comme eux, dans le cas des Takfiris, ou s'ils ne sont pas de leur race ou de leur ethnie, comme les sionistes. Mais cette paix, ce soi-disant plan de paix, n'a jamais été sérieux. Le simple fait que la phase 2 et la phase 3 soient si vagues et qu'il n'y ait pas de lien clair entre la phase 1 et la phase 2 montre bien qu'ils savaient que cela n'aboutirait jamais. Et même la phase 1 n'a pas été remplie de manière significative. Nous assistons à des massacres qui se produisent quotidiennement et régulièrement à Gaza. Un jour, c'est 5 personnes. Un jour, c'est 7. Un jour, c'est 15. Un jour, c'est 20. Ils ont abattu, je crois hier, une fillette de 3 ans qui jouait devant sa tante. Mais, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui intéresse l'Occident. Les journalistes occidentaux, les médias dominants, les politiciens occidentaux, les diplomates occidentaux, ils font tout semblant que c'est un cessez-le-feu. C'est ce que Trump a dit il y a 2 ou 3 jours. Nous avons la paix, ce n'est pas la paix. Mais puisque les vies palestiniennes, vous savez, ne signifient rien pour eux, cela n'a pas d'importance. Et vous savez, les sionistes et leurs alliés les considèrent comme Amalek. Donc pour la BBC, ce sont des Amalek. Pour CNN, ce sont les Amalécites. Pour le New York Times, le Washington Post, Fox News, The Guardian, ce sont tous des Amalécites. De temps en temps, tu sais, le récit est clair, et il est clair où chacun se situe. Ce n'est que lorsqu'ils sont sous pression, quand l'opinion publique sur les réseaux sociaux, malgré toute la censure, est complètement indignée, que certains de ces médias laissent passer un peu d'informations. Donc je ne vois pas ce cessez-le-feu, ce soi-disant cessez-le-feu, aller bien loin. En fin de compte, cela va mener à un conflit. Netanyahou n'a aucun plan pour se retirer de Gaza. La majeure partie de Gaza est désormais contrôlée par le régime israélien. La ligne jaune, c'est cette limite floue où il tue constamment des enfants tout en prétendant que ces enfants représentent une menace, parce qu'ils aiment tuer, parce qu'ils ont une soif de sang. Franchement, est-ce que quelqu'un croit vraiment que les snipers israéliens ne savent pas faire la différence entre un enfant de 3 ans et un homme armé de 20 ans? Bien sûr que non. Mais personne ne sera puni, parce que c'est un comportement jugé acceptable en Occident quand il s'agit d'Israël. Donc non, nous n'allons pas avancer avec le cessez-le-feu. Ils vont continuer à faire pression sur les Palestiniens ordinaires. Vous savez, ils n'autorisent pas l'aide à entrer. Ils n'autorisent pas la reconstruction à avoir lieu. Des enfants meurent. Des gens meurent du cancer, de maladies, des blessures qu'ils ont subies pendant le génocide.
qui se poursuit. Mais ils n'ont pas le droit d'aller à l'hôpital et les fournitures ne sont pas autorisées à entrer. C'est donc une situation horrifique qui continuera jusqu'à ce qu'elle s'effondre, finalement. Évidemment, le Hamas et le djihad islamique se préparent pour la prochaine phase, tout comme le régime israélien, qui reçoit d'énormes quantités d'aide de l'Occident. Lorsque le chancelier allemand s'est rendu en Palestine l'autre jour, c'est pendant qu'il était en Israël qu'une fillette de 3 ans a été abattue. Mais il n'a rien dit à ce sujet. Il s'en moque. Vous voyez les actes de résistance comme étant, eh bien, il faut considérer le conflit, le génocide, à Gaza et en Cisjordanie. Quelle est la solution? L'une d'elles réside dans ce que représentent les actes de résistance. Se battre et poursuivre la lutte jusqu'à atteindre quelque chose qui puisse réellement aider, une sorte de solution qui profite au peuple palestinien. L'autre aspect de la solution dépendrait d'institutions internationales comme l'ONU. Peut-être, je ne suis pas sûr, que l'avenir des BRICS ou de l'OCS jouera un rôle et qu'ils pourraient participer, assumer une plus grande responsabilité dans l'ensemble de la situation à Gaza et au Moyen-Orient en la traitant comme un problème de sécurité. Mais comment voyez-vous ces institutions internationales aider la cause palestinienne? Je ne vois pas. Je ne vois pas beaucoup d'espoir en aucun d'entre eux. Je ne pense pas qu'il y en ait jamais eu beaucoup. L'institution la plus importante est l'ONU, et l'ONU n'a rien fait pour arrêter le génocide depuis plus de 2 ans. Beaucoup, vous savez, les Britanniques, les Français, les Allemands, les Américains, 3 d'entre eux, étant membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont soutenu le génocide du régime israélien et le massacre quotidien de femmes et d'enfants. Alors, lorsqu'il n'y a aucun espoir de changement à l'ONU, quelles autres institutions internationales peuvent provoquer un changement? Les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, à mon avis, sont des organismes plus tournés vers eux-mêmes. Les BRICS, pour simplifier à l'extrême, veulent pouvoir contourner les institutions financières qu'ils ne contrôlent pas, afin de faire des affaires et du commerce sans que des tiers, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, n'entravent leurs échanges et leur croissance dans le Sud global, sans que l'Occident puisse les écraser. L'Organisation de coopération de Shanghai était à l'origine davantage une organisation de sécurité, car l'Occident construisait l'État islamique et Al-Qaïda en Syrie, en Irak et ailleurs, dans des pays de l'OTAN comme la Turquie sous Erdogan. Il est le principal contrôleur de Copthist. Ainsi, l'Organisation de coopération de Shanghai a été créée, dans une large mesure, pour protéger l'Asie centrale et les États membres contre le terrorisme. Avec l'initiative, la ceinture et la route, et les interconnexions qui se développaient, l'une de leurs craintes était que des terroristes et des extrémistes, du type de ceux que nous avons vus en Afghanistan pendant tant de décennies, puissent infiltrer différents pays et compromettre l'essor de l'Asie. C'est ainsi qu'est née l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais plus récemment, il me semble que les BRICS deviennent de plus en plus semblables à l'Organisation de coopération de Shanghai, et que cette dernière devient de plus en plus semblable aux BRICS. Les deux deviennent plus ambitieuses. Mais malgré tout, je ne les vois pas comme des organisations qui se dresseront contre la violence en cours, une violence de niveau holocauste. Si le régime israélien attaque le Liban demain, ce ne sera ni l'ONU ni aucun organisme international qui fera quoi que ce soit. Ce qui est important cependant, c'est le pouvoir du peuple. C'est la résistance elle-même au Liban, en Palestine, au Yémen, en Irak et apparemment la résistance croissante en Syrie qui n'est pas sous le contrôle de Jolani. Mais c'est aussi le pouvoir du peuple et le fait que le monde se soit retourné contre le régime israélien. Nous voyons effectivement cela grandir chaque jour.
La division interne aux États-Unis, en grande partie, est liée au génocide et aussi au dossier Epstein, qui est également lié à Israël. Donc l'éveil provoqué par le génocide, je pense, a un impact. Et encore une fois, ce qui finira par vaincre ce projet sioniste, ce ne sera pas une armée qui un jour envahira le territoire, mais le poids de l'histoire, le poids d'être rejeté sur la scène internationale, marginalisé, méprisé à travers le monde, ainsi que les problèmes économiques, politiques et sociaux qui en découlent. Ce sont eux qui mèneront finalement à la défaite du régime israélien. Et peut-être, ou probablement, verrons-nous un changement dans notre région, en Syrie, dans d'autres pays et en Turquie. Je pense que beaucoup de gens sont conscients que leur gouvernement aide en réalité Netanyahou, que leurs gouvernements sont de connivence avec Netanyahou. Et ce mécontentement se transformera très probablement, à un moment donné, en quelque chose de différent. Nous avons le nouveau document, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis sous l'administration Trump. Le document a été publié, et en ce qui concerne le Moyen-Orient et l'Asie de l'Ouest, on ne constate pas de grande différence dans la politique étrangère ou la stratégie des États-Unis. Mais on observe une certaine division à propos de la guerre en Ukraine entre les États-Unis et les Européens. Récemment, à Doha, l'un des représentants européens, un analyste venu d'Europe, a déclaré que la première priorité de l'Europe était l'Ukraine. En ce qui concerne le Moyen-Orient, quelle est la priorité de l'Europe? Est-ce de soutenir Israël et d'envoyer davantage d'armes? Quelle est-elle? Oui, sans aucun doute. Leur priorité absolue est de soutenir le régime israélien. Et eux, vous savez, pendant tout l'Holocauste à Gaza, ont pleinement soutenu le régime. Je veux dire, ils n'ont même pas la volonté ni l'intention d'empêcher le régime de participer à un concours de chant européen, alors que la Palestine, si je me souviens bien, n'est pas en Europe. Donc non, la priorité des Européens est la même que celle des États-Unis. Même si les États-Unis rabrouent un peu l'Europe à propos de l'Ukraine, ils veulent toujours être associés aux États-Unis. Mais ce que je trouve important dans tout cela, c'est que vous parlez de l'Eurovision. Tu parles de l'Eurovision, n'est-ce pas? Oui. Mais je pense que le document sur la sécurité nationale des États-Unis qui a été publié ne doit pas être pris trop au sérieux, car ce n'est qu'un morceau de papier. La seule chose qui lui donne du sens, c'est un véritable changement dans la politique américaine. C'est en réalité un aveu du déclin des États-Unis, car après la chute de l'Union soviétique, Wolfowitz et d'autres tenaient absolument à ce que les États-Unis soient et restent l'hégémon mondial. Mais ce document, à mon avis, reconnaît que ça n'est plus possible. Ce n'est pas que le régime politique à Washington ne veuille plus le contrôle total, c'est qu'il ne peut plus l'avoir. C'est une sorte de repli, comme pour dire « les Amériques sont à nous ». Et vous savez, leur ton à l'égard de la Russie a changé, leur ton envers la Chine a même changé, et l'animosité envers l'Union européenne est plus ouverte. Mais je pense qu'au bout du compte, la seule chose qui compte vraiment, c'est un changement de politique sur le terrain. Les États-Unis ont quoi? Presque 900 bases militaires à travers le monde. Si l'Afrique, si l'Asie de l'Ouest ou le Moyen-Orient, comme on l'appelle, si ces régions ou même certaines parties de l'Amérique latine, enfin pas l'Amérique latine, mais si l'Afrique, l'Asie de l'Est, l'Asie de l'Ouest et l'Asie centrale deviennent moins prioritaires. Alors, dans les prochains mois, on verra un changement dans la politique américaine. Un retrait des troupes de certaines bases, la fermeture de centaines de bases qui coûtent aux États-Unis des centaines de milliards de dollars par an. Mais je ne pense pas que cela va arriver. Donc je ne crois pas qu'il y aura de changement significatif à la suite de cela.
Le changement viendra, cependant, car je pense que les États-Unis et le monde se dirigent vers une grande crise économique. Et quand cette crise éclatera, les pays seront forcés d'agir. Tu es encore en sourdine, Nima. You're muted again, Nima. Sorry. Professor Marandi, Lebanon Désolé. continues to be Professeur Marandi, le Liban continue d'être l'une des principales cibles du gouvernement israélien. Vous savez, malgré le soi-disant cessez-le-feu, ils attaquent la partie sud du Liban. Et vous avez mentionné qu'au Liban, certaines personnes manifestent en faveur du régime, le régime HDS en Syrie. Quelle est la position du Hezbollah au Liban aujourd'hui? Et vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons parlé d'une réunion dans le sud du Liban. Quel a été le résultat de cette réunion? In the southern part of Lebanon. What was the outcome of that meeting? Well, ultimately, Eh bien, au final, ce qui se passera reste à voir. Ce que fera le régime israélien. Va-t-il intensifier ou non? Pendant que nous parlons, des drones israéliens survolent le Liban, et les habitants de Beyrouth entendent constamment le bruit de ces drones. Mais les gouvernements occidentaux ne feront rien à ce sujet, malgré le fait qu'ils soient les garants du cessez-le-feu. Lorsque les Israéliens bombardent le Liban, comme ils l'ont fait la nuit dernière près, je crois, de Nabatie, il n'y a aucune condamnation de la part de l'Occident. Aucune réaction. C'est une indifférence totale. Les médias occidentaux ne disent rien parce qu'ils sont tous dans le même camp. Ainsi, la chose la plus importante est de voir comment la situation politique évolue en Palestine. Le gouvernement du Liban a été installé par les États-Unis. C'est évident. Le Premier ministre libanais est totalement pro-américain. Le président est un peu plus ambivalent, mais reste proche du camp américain. Ce que les Américains veulent faire, c'est utiliser ces escadrons de la mort sectaire en Syrie pour faire pression sur la résistance. Utiliser leur régime à Beyrouth pour faire pression sur la résistance. Et ensuite, bien sûr, faire en sorte qu'Israël fasse pression sur la résistance. C'est tout à fait extraordinaire. Il est assez stupéfiant que les personnes les plus sectaires, qui ont soutenu aux côtés de la CIA et du Mossad, les escadrons de la mort en Syrie, qui ont applaudi leur arrivée au pouvoir et ont encore applaudi à l'anniversaire de cette prise de pouvoir, ne voient pas l'ironie de leur position. À Beyrouth, par exemple, leurs alliés et amis tentent d'intimider les partisans de la résistance, mais ils ne font jamais rien contre le régime israélien. Et cela, je pense, montre à quel point certaines de ces personnes sont profondément corrompues. Mais c'est en grande partie parce qu'elles doivent se comporter, du moins leurs dirigeants, d'une manière qui plaise à leurs bailleurs de fonds. Et comme je l'ai dit, leur financement provient des compagnies pétrolières et gazières. Que cela vienne directement ou par l'intermédiaire d'Erdogan, cela n'a vraiment aucune importance. Mais il est tout de même stupéfiant que même maintenant, alors que nous parlons, le chef du CENTCOM ait envoyé un message de félicitations au régime de Jolani, le remerciant d'avoir prétendument empêché des armes d'entrer au Liban pour renforcer le Hezbollah contre le régime israélien. Tout est clair, comme de l'eau de roche, quant à ce qui se passe. Et pourtant, certaines personnes choisissent de faire l'autruche. Mais en l'état actuel des choses, je pense que les Américains reconnaissent que le désarmement du Hezbollah n'aura pas lieu. Le gouvernement libanais n'en a tout simplement pas la capacité. L'armée libanaise et le gouvernement eux-mêmes seraient déchirés, car la plupart des Libanais soutiennent la résistance. Certains sont des partisans inconditionnels, d'autres la soutiennent simplement de manière générale, mais ils forment une forte majorité. Donc ce n'est pas possible. Le régime israélien, si cela leur était facile, aurait déjà attaqué. Et je pense qu'il est très clair que l'Iran soutiendra le Hezbollah par tous les moyens nécessaires. Le régime syrien, quant à lui, est dans un état déplorable. Il ne gouverne que la capitale. Le reste du pays est contrôlé par des milices, des groupes de l'État islamique,
différentes factions d'Al-Qaïda, des gangs mafieux, du crime organisé local. C'est un chaos total, absolu. It is a total mess. And of course, the Americans and the Israelis and Et bien sûr, les Américains et les Israéliens, en amenant au pouvoir un extrémiste comme Jolani et ses alliés, ont éloigné les différentes minorités du pays du gouvernement central, encourageant ainsi la balkanisation du pays. C'était, je pense, le plan depuis le début. Faire venir les extrémistes les plus radicaux afin qu'ils puissent balkaniser la Syrie. Les États-Unis ne veulent pas voir une Syrie unie. Ils ne veulent pas voir une Syrie forte. Quiconque pense le contraire est, à mon avis, extrêmement naïf. Ce que veulent les États-Unis, c'est exactement ce que veut le régime israélien. La balkanisation du pays. Le morcellement en petits morceaux, afin que le régime israélien puisse exercer un contrôle total. Je pense que le cas de la Syrie est en train de devenir l'un des plus gros casse-têtes pour la Turquie. Ils ont réussi une sorte de coup contre le gouvernement syrien, mais il semble que, sinon pour toujours, ils vont devoir supporter ce fardeau pendant très longtemps. Et penses-tu qu'ils ressentent une forme de menace venant de la Syrie et de la situation qu'ils ont créée avec les États-Unis et les Israéliens? Oui, tout récemment, une personne proche du gouvernement turc m'a dit qu'ils étaient préoccupés par le régime israélien et ses intentions en Syrie. Et bien sûr, je lui ai répondu, vous l'avez bien cherché, non? En affaiblissant la résistance, en la détruisant à certains endroits, parce que vous le vouliez, ou parce qu'Erdogan voulait créer son petit empire ottoman, son mini-empire ottoman. Vous avez en quelque sorte détruit le mur qui vous protégeait du régime israélien. Et bien sûr, la Turquie n'est pas en position de combattre le régime israélien. Ce n'est pas comme l'Iran, qui est prêt à riposter, à frapper fort et à encaisser les coups du régime. La Turquie est très vulnérable. Il est dans le camp des États-Unis, tout comme l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats. Même si ces pays ne s'apprécient pas forcément, ils appartiennent tous au camp américain. Il est donc lié aux États-Unis. Les États-Unis exercent une influence énorme dans le pays. Ils y ont des bases, et leurs institutions financières y détiennent un grand pouvoir. Encore une fois, j'ai déjà donné cet exemple à votre public. Lorsque ce pasteur a été arrêté en Turquie parce que le gouvernement affirmait qu'il était impliqué dans le coup d'État, il a été condamné. Mais ensuite, Trump a menacé la Turquie et immédiatement, Erdogan s'est soumis et l'a libéré. Ce n'est pas un État fort, c'est un État faible. Il n'est fort que lorsque les États-Unis sont derrière lui, le soutiennent et font tomber des pays comme la Syrie. Souviens-toi simplement du coup d'État en Turquie et de la façon dont la Russie et l'Iran ont essayé d'aider la Turquie. Et la Turquie s'est simplement tournée d'eux, tu vois. Eh bien, encore une fois, c'est Erdogan. Je veux dire, la Turquie est un pays où l'immense majorité de la population soutient le peuple palestinien. Nous avons vu d'énormes manifestations en faveur de la cause palestinienne. Mais le gouvernement n'a rien fait. Il a continué comme si de rien n'était, et Terry Groth, envoyant du pétrole à Netanyahou pour qu'il poursuive son génocide. Le peuple turc est tout le contraire. Il en va de même pour le Qatar. Lorsque l'Arabie saoudite et les Émirats se sont retournés contre lui et ont voulu renverser le régime, ils sont venus en Iran à genoux. Mais plus tard, une fois les problèmes résolus, le régime du Qatar a de nouveau poignardé l'Iran dans le dos. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. Thank you very much for having me, Nima.